Mesdames, messieurs, il y a des visages plus ou moins connus et inconnus, c'est sûr. J'espère que je ne vais pas trop me répéter parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà vu ce qu'on fait. Malheureusement, j'ai constaté que Baptiste a déjà bien présenté le sujet. Alors, je pourrais avancer un peu plus rapidement. Pourquoi travail de conservation du sol? C'est parce qu'on a des problèmes à résoudre en termes d'eau, eau, sol, air, assez connus. Vous, agriculteurs, vous avez le revenu de l'exploitation qui est au centre, et ça, il faut que ça fonctionne, sinon vous avez un grave problème. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de la fertilité, du tassement, érosion, l'importance du sol, et je pense que le fil rouge, vraiment, c'est l'importance du sol. Les machines, les tracteurs toujours plus lourds, il faut qu'on stabilise le sol. En matière de carbone organique, plus on travaille le sol, plus on va aussi perdre du carbone. Des mesures de Don Rajkowski des États-Unis qui montrent qu'il y a moins de pertes sous semi-direct comparé au labour, bien moins. Ça, c'est dans notre région, un sol organique avec à peu près, à l'origine, passé 30% de matière organique. Alors, on perd encore entre 1 et 1,5 cm par année. Là, il reste encore un sol pour une génération, pour 30 ans. Alors qu'on avait à l'époque estimé de peut-être essayer de résoudre le problème avec le sable qui est en dessous, donc un labour à 2 mètres, pour recouvrir la partie organique, mais après 200 hectares, c'était pas la solution. Oui, l'érosion. Il y a des pays qui sont, disons, plus touchés qu'ici en France. Si vous prenez cette échelle ici, l'érosivité de la pluie, chez nous en Europe, donc il y a des parties en Europe où c'est plus grave qu'ici. Alors ça c'est bien plus loin, là en Chine, Mongolie, en Corée, l'érosion éolienne, vous avez des particules de sol lors du travail du sol au mois d'avril qui n'ont en somme rien à chercher là-bas. Et chez nous c'est plutôt l'érosion hydrique causée par la spécialisation et le changement structurel des exploitations, la mécanisation et l'intensification des précipitations. Ces dernières années, on peut vraiment voir ça. Alors, ça nous tient assez à cœur. L'intensité du travail du sol, des fois, il y a vraiment trop. Alors là, lorsque vous produisez de la farine, tôt ou tard, vous allez avoir le problème, et surtout ici, vous êtes dans la production des pommes de terre. Là, je pense qu'à long terme, il va falloir trouver d'autres solutions. On va revenir sur ça plus tard cette matinée. Ça, c'est connu. Par contre, la couverture du sol, donc il ne faut pas 100% de couverture. Si vous avez déjà 30%, ça c'est la définition américaine, si vous voulez, de conservation tillage. Donc si vous avez 30%, vous avez déjà beaucoup atteint. Malheureusement, l'agriculteur, là, il voulait très bien faire. Alors, il a passé d'abord son chisel et puis ensuite travailler simplement à la surface pour faire un semis sous couvert, mais des fois ça ne tient pas, les racines manquent. Les conséquences, c'est assez connu, il y a des études qui ont été faites aussi en Grande-Bretagne par ECAF dans ce domaine.
Chez nous, on connaît une carte de risque d'érosion. Donc, tout ce qui est rouge, c'est susceptible à l'érosion par la nature du sol et aussi la topographie. Donc, il s'agit ici, surtout pour les agriculteurs, de réaliser ce qu'ils font dans ce domaine. Là, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le test de la pièce de Saint-Franc suisse. Bon, vous pouvez peut-être aussi prendre les vôtres, les anciens. Ça pourrait aussi fonctionner. Donc, c'est un rectangle 40 sur 60 cm. Et dans ce rectangle, il vous faut au moins 20 mottes, la grandeur justement d'une pièce de Saint-Franc, d'une thune. Et là, vous voyez très bien le test tout juste réussi, et ici, le test pas réussi. Même qu'on n'ait pas fait de préparation du lit de semences, c'est dans une parcelle au baraquaire. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on a un sol très léger. Ça peut être aussi une observation que vous avez déjà faite. Lorsque vous labourez en automne, au printemps, souvent, vous voyez des petites pierres, des petits cailloux en surface, alors que la terre fine a été, disons, inclus dans le sol, dans ses fentes. Alors nous, on parle d'érosion interne dans des cas comme ça. Là, juste un petit résultat d'un essai qu'on avait fait à l'époque à la station de recherche. Donc, vous avez le contrôle ici, ça veut dire le sol labouré sans préparation du lit de semences, 35% d'argile. Plus vous avez cette colonne qui est haute, plus c'est motu. Donc c'est le contrôle, pas de préparation. Ici avec la herse à bêche roulante, la fraise, donc vous voyez, c'est devenu plus fin. Le peuplement, plus c'est fin, plus il y a de plantes qui vont pousser. Et la grande surprise, le rendement en grain, c'est pas là où on a le plus de plantes, où c'est le plus fin, qu'on a le plus de rendement. Non, c'est à l'autre bout. Alors, ça nous conduit à la conclusion suivante. Il n'y a pas d'effet, pas de fonction directe entre la finesse d'un lit de semences et le rendement. Ça, c'est très important. Si on a compris ça, on sait qu'on arrive à faire avec pratiquement pas de travail du sol. Je veux encore passer à l'humidité du sol qui est souvent mesurée au tensiomètre ou à l'œil nu. Voilà, il ne faut même pas de lunettes. Le problème, c'est effectivement la grandeur qui est devenue vraiment problématique, surtout avec notre pluviométrie dans nos régions où nous essayons de faire du bon boulot. On a du maïs, ici vous n'en avez pratiquement pas. Mais effectivement, l'eau ici que nous n'arrivons pas à conserver, c'est bien possible qu'elle va nous manquer la période de végétation qui va suivre. Il faut quand même savoir que une haie où il n'y a pas d'influence, d'impact de l'homme arrive à infiltrer 1000 mm d'eau par heure, alors qu'une prairie temporaire, là il reste encore 10 mm, ou un passage d'une roue de citerne à pression 0,1 mm par heure. Donc l'impact de l'homme, c'est assez impressionnant. On sait aujourd'hui que dans les blés, soit du blé d'automne ou du seigle ou de l'orge, il vous faut entre 400 et 500 litres d'eau pour produire 1 kg de matière sèche. Les betteraves, relativement peu, 200 litres, alors que par exemple les pois, 650 litres, c'est beaucoup. Ça pour produire 1 kg de matière sèche. Alors, les pneumatiques, ce n'est pas que des super pneumatiques qui font la différence, mais c'est le poids. C'est le poids qui va faire
de sorte à ce qu'il y ait un tassement en profondeur. Alors que si vous aviez des ballons, ça serait génial. En même temps, il faut aussi réduire le poids. En général, nous, on fait le contraire. Alors, on a un programme de surveillance des sols dans notre canton. Et cette conclusion, on l'a déjà tirée, ça fait passer 15 ans. C'est toujours valable. Les principes suivants: intervention minimale dans le sol, une couverture en permanence et une pression minimale sur le sol. C'est ça qui serait le but, l'objectif. Et pour y arriver là-bas, c'est clair, il y a une phase de transition. C'est d'abord regarder dans le sol avec, par exemple, un profil. Bon, là, il a déjà un certain âge. Lorsque vous comparez la personne qui est encore très jeune, là, ou alors le test à la bêche, vous voyez, ici, ça se fissure, c'est la limite du labour. À l'époque, on pensait qu'il fallait ameublir en profondeur. Lorsqu'on fait de la conservation des sols, on descendait jusqu'à 60. Mais bon, si vous avez des galeries de vers de terre comme ça, c'est vraiment défendu de faire ça. Aujourd'hui, on prend des racines, les plantes, structurateurs, c'est assez extraordinaire ce qu'on arrive à faire. Et lorsqu'on n'a pas de tassement en profondeur, vous travaillez uniquement en surface, vous adaptez votre technique de semis pour gérer les résidus, ou alors vous travaillez plus qu'une partie, par exemple ici, du maïs sur bande fraisée. C'est même vous avez une possibilité de faire du bio avec du broyage entre les rangs, ou alors du strip-till. C'est devenu assez à la mode un peu partout, je dirais. L'idée, c'est ça, c'est de récolter et de suivre avec le semoir droit derrière la batteuse, pour finalement pouvoir utiliser le sol d'une façon à ce qu'il puisse garder le plus possible de carbone. Alors les engrais verts qu'on choisit, c'est surtout aussi pour concurrencer les mauvaises herbes, c'est pour fixer l'azote avec des légumineuses, c'est pour ameublir le sol en profondeur avec des racines pivotantes, c'est de réduire l'utilisation d'herbicides totaux. Chez nous, ça fonctionne bien avec des engrais verts qui n'hivernent pas, de former de l'humus et finalement aussi de proliférer des mycorhizes. Alors vous avez un immense choix finalement d'engrais verts. À l'époque, c'était une seule espèce, c'était relativement facile. Ça, c'est de l'eau, hein, un semi-direct de maïs, ou alors dans une prairie avec du glyphosate qu'on aimerait substituer à l'avenir. Alors aujourd'hui, c'est surtout des engrais verts, c'est des cocktails. Là, on a beaucoup profité de vous, de vos plateformes en France. Aujourd'hui, oui, on arrive aussi à 9-10 espèces. Par contre, la rotation, c'est quelque chose, c'est la clé. La rotation, c'est vraiment la clé du succès. Là, une photo d'Oberaker avec 6 cultures différentes. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est de s'en passer d'herbicides et d'utiliser du courant électrique. Là, on est tout au début. On espère que cette firme-là, Sasso, puisse nous donner un bon coup de main. Finalement, il faut savoir que c'est une approche système
qu'on a en conservation d'agriculture. Donc ce n'est pas uniquement le matériel, ce n'est pas les rotations, les couverts, c'est aussi les mauvaises herbes, c'est les maladies, c'est les ravageurs, c'est même et surtout les variétés. Il y a des différences énormes entre variétés et c'est un peu ça aussi de chercher pour bien faire. On sait qu'on a pas mal d'avantages avec le semi-direct, mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est les inconvénients. C'est ça qu'on aimerait résoudre. Vous avez, je pense, pas trop ce problème de mycotoxines chez vous parce que vous n'avez pas de maïs. Chez nous, c'est un problème. Le glyphosate, on va en parler plus un peu plus tard. Et ce que j'aimerais ressortir ici, c'est chaque exploitation, c'est toujours quelque chose de spécial. Il faut apprendre sur chaque site. Et ce qui nous semble, c'est qu'il y a vraiment encore un besoin en recherche en ce qui concerne la nutrition végétale. Et je pense que Thierry va aussi en parler. Alors, la première question, et je dois dire, ça, j'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Une présentation comme ça, je trouve que c'est génial. On n'a aucune idée comment ça va se passer, mais peut-être que tout le monde va reprendre cette invention d'Alexandre Tolub. Alors, les services attendus. Par un sol vivant, ce que j'ai fait, ou ce qu'on a fait, nous, tout le monde là, qu'on va présenter ça, on a repris surtout des choses qu'on fait chez nous pour vous présenter finalement. Donc le sol, c'est un système biologique vivant. On commence en somme avec les pailles. Les pailles, si on n'a pas de bétail, on va laisser les pailles au champ. Ce qui se prête, c'est vraiment de faucher haut, de répartir sur toute la surface, de semer tout de suite. Et si vous prenez le cas ici, si vous réalisez, si vous laissez les chaumes relativement hauts, vous passez sans problème avec vos disques et vous arrivez à placer la semence dans le sol. Et ça vraiment, c'est important de le faire droit derrière la batteuse, parce que si vous avez de la pluie entre deux, vous allez avoir des particules fines de paille. Ces particules très fines vont coller sur la terre et ça ne sera plus jamais la même chose, même s'il fait très chaud au mois d'août. Donc la paille, c'est le fourrage pour nos vers de terre. Dans ces turicules, on a beaucoup de nutriments. Donc ça, c'est une chose que nous savons, c'est vraiment important. On a très vite, dans un système de semi-direct en continu, on a des nombres qui se comparent avec une prairie permanente qui est à côté. Donc les lombrics, c'est effectivement ces immenses vers de terre qui nous font des canaux verticaux, des galeries verticaux. Donc c'est ça qu'on recherche. Alors là, si vous voulez un peu la même présentation, une parcelle avec 50% de sarclés, donc vous avez peu de vers de terre. Si vous avez que 25% de sarclés, on a plus de vers de terre en semi-direct comparé au labour. Et sans sarclés, encore une fois, bien plus. Donc là, je pense que c'est assez connu. Résultat d'Oberhacker. Si on prend encore les pommes de terre en considération, donc on a d'une part la partie du bas, c'est le labour, l'en haut, c'est le semi-direct, c'est les grammes par mètre carré de vers de terre. Vous prenez une année après les pommes de terre, 3 ans après, 7 ans après les pommes de terre, sans pommes de terre du tout.
On voit quand même qu'il y a des différences entre semi-direct et labour, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est les lombriques. Donc c'est ces gros vers de terre qui pratiquement manquent totalement dans le labour. Donc là, on a réussi à les éliminer. Et il faut savoir que là, à l'époque, on avait les pommes de terre dans la rotation, les premiers 5 ans au Baraquer. On traitait jusqu'à entre 8 et 12 fois de fongicides par année. Et ça se remarque, ça c'est sûr. Donc les vers de terre ont cette capacité à mélanger le sol, du coup aussi à faire infiltrer de l'eau. Ça se compare très bien. Où vous avez beaucoup de vers de terre, vous avez plus d'eau qui infiltre. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'une part l'eau, la vitesse de l'infiltration, et d'autre part aussi combien d'eau reste dans le sol. Et ça, c'est un impact qu'on regarde d'assez près aussi avec la porosité. On fait des mesures de porosité régulièrement pour voir comment ça change avec ces différents systèmes culturaux. On a aussi un œil sur la matière organique et on voit bien la matière organique, c'est surtout dans les horizons en surface où on en a plus dans le semi-direct. Et après, ça tourne, ça change à 20 ou plus de centimètres. Bon, c'est vite vu, vous mettez tout ça au frigo et pour ça, vous en avez finalement aussi plus dans le labour. Donc, c'est ce qu'on voit ici, la matière organique. On descend là jusqu'à 50 cm. Et là, on voit qu'à un moment donné, ça change. Aussi là où il y a la semelle de labour. La même chose avec l'azote total. Donc en semi-direct, on en a plus dans les 10 cm du haut. Mais c'est aussi là que ça compte. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a la vie. Hein. On a dans notre surveillance des sols une très belle corrélation entre la matière organique et l'azote total. Donc plus vous avez de matière organique, plus vous allez avoir de l'azote qui est dans le sol. Et là, si on jette un œil sur la matière organique, là chez vous en France, une comparaison entre 90, donc 90 et 84, comparé avec 2000-2004, on voit qu'il y a une réduction, une réduction de la matière organique en 10 ans. C'est un peu semblable ici en Angleterre, Wales, où ils ont fait des mesures, où ils ont pu montrer la matière organique plus de 7%, réduction entre 3,6 et 7. Là aussi, un peu de réduction, et tout ce qui est en dessous de 3,6, là, il y a eu une augmentation. Donc, ça, en peu de temps, ça, il faut le voir, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous préoccupe. La autre chose, vous savez ce que c'est, ça? C'est des mycorhizes. Mycorhizes comparées semi-direct au labour. Et on a fait des mesures comme ça. Ce qui nous a étonné, c'est de voir que il y en a les mêmes sous labour et semi-direct, et il y en a exclusivement sous labour, mais là aussi un bon nombre exclusivement sous semi-direct. Donc ça, c'est des choses qu'on va suivre encore de plus près.
Quelque chose qu'on n'aime pas trop. Les limaces, bon, soit c'est une année limace ou pas. Ça, c'est une méthode très simple, je pense que vous la connaissez comme agriculteur, qui vient d'Angleterre. Donc vous prenez du concentré de fourrage de porc, par exemple, et vous mettez ça sous une soucoupe. Et le lendemain, vous voyez ce qu'il y a. Donc s'il y a vraiment des limaces, en général, il y a aussi autre chose qui va se présenter. On connaît aujourd'hui à peu près entre 70 et 80 familles différentes de limaces. Et il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le monde entier. Si vous avez des carabes, vous avez le problème qui est résolu. Une autre thématique, les maladies du pied sur blé. Alors là, on a pas mal de recul, surtout aussi à Changin, qui montre, avec le non-labour, vous avez une diminution de ces maladies. Par contre, c'est vraiment un problème, les fusarioses. Problème de mycotoxines parce qu'on n'a pas de variété résistante. Il y a des variétés peu sensibles à la fusariose, mais on n'a que le moyen de changer la rotation, de broyer, et les variétés quand même, un certain choix qu'on peut faire. Là, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que c'est simplement depuis hier que j'ai réalisé que le maïs, ce n'est pas une thématique chez vous. Mais là, on avait fait pas mal de recherches à l'époque. Et on a aussi vu ensuite avec le blé d'automne, le seigle ou l'orge, aussitôt qu'on broye, vous avez, donc là, précédent maïs, vous avez moins de problèmes de fusariose. Alors là, ce qu'on avait parlé avant, la portance du sol, ça, je peux vous dire, ça s'améliore rapidement, en peu de temps, en quelques années, si vous êtes prudent, si vous ménagez le sol, mais il faut des racines pour stabiliser le sol aussi en profondeur. Les rendements, c'est une figure que j'ai reprise de Frédéric, qui a fait une évaluation d'Oberacke. Il y a un numéro spécial, un dossier spécial. Si vous voulez, vous pouvez vous servir. Il y a encore d'autres choses. Et il a suivi d'assez près ce qu'on a fait. Et ce qu'on peut dire, c'est que la première période de rotation, on a en somme apporter plus d'azote dans le semi-direct. Par la suite, on a égalisé dans le labour, le semi-direct, pratiquement aujourd'hui, on a le même apport d'azote. Et on peut dire que ça nous a pris à peu près 7 ans, cette transition. Et si on parle de rendement, là aussi, je reprends un tableau qui nous a fait, là, Frédéric, après 20 ans. Je ne veux pas m'attarder sur ces détails, mais on peut dire d'une manière générale qu'on a une tendance à des rendements un peu plus élevés en semi-direct. J'en reviendrai sur ça plus tard. Ça a aussi affaire à l'eau disponible dans le sol. Et là, il voulait absolument montrer qu'est-ce que ça veut dire. Il a ressorti une moyenne de 6 ans sur ces 20 ans. Il a pris 6 ans et il a pu montrer qu'avec févrole de printemps, par exemple, pour être à égalité avec le semi-direct, il faudrait récolter 2 tonnes de plus avec labour. L'orge, betterave, etc., maïs et ce qui s'ensuit. Donc ce tableau, il est aussi dans ce dossier
spécial TCS. Le carburant en semi-direct comparé au labour, donc vous voyez, il y a des différences assez extraordinaires. Du coup, vous avez aussi moins de particules fines que vous allez lâcher avec votre carburant. Et le temps de travail, oui, ça va pratiquement sans dire. Donc, si on prend l'impact et les interactions du non-labour et semi-direct, vous prenez d'une part l'effet sur la matière organique et le carbone sur l'absorption des pesticides, émission de CO2, amélioration du sol, donc c'est positif. La qualité de l'air qui va s'améliorer, la qualité de l'eau dépend de l'effet splash, donc érosion, évaporation, l'eau dans le sol. Et le troisième pilier, c'est l'activité microbiologique, stabilité des agrégats, le tassement, vers de terre, porosité, infiltration de l'eau et finalement aussi la dégradation des pesticides. Donc c'est un tableau que j'ai repris de Friedrich T. Brugger, qui était très actif à l'époque aussi avec ECAF.